Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain. Pour cette première saison, qui sera composée de 13 épisodes, nous vous présentons ce que nous percevons être l'entreprise du futur, que nous avons appelée l'entreprise co-responsable. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir pourquoi et en quoi la crise Covid-19 va contraindre les entreprises à s'engager dans des projets d'innovation managériale. Francis, bonjour. Bonjour Michel. Heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode. Alors, dans le premier, tu avais fait un vrai beau planté de décor sur justement l'évolution de l'humanité en corrélation avec l'évolution du management. Alors, ça va nous intéresser de savoir justement ce qu'il faut faire, comment on peut faire, mais peut-être revenir sur quelque chose qui a éveillé, je pense, la curiosité de beaucoup de personnes, sur le fait que tu as développé le dernier niveau sur la fonctionnalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est très important de prendre conscience du monde dans lequel nous entrons. La fonctionnalité, elle est basée sur un besoin central qui est finalement la liberté, la diversité, la non-discrimination. Donc il semblerait qu'on aille dans cette direction-là, où mes besoins à moi soient plus importants que les besoins de mon groupe d'appartenance, ce qui remettrait d'ailleurs en question la pyramide de Maslow qui dit que il y a un ordre et après avoir satisfait le besoin de sécurité, on va tout de suite au besoin Oui, c'est ça. d'appartenance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où les gens vont à la dernière étape de la pyramide, qui est le besoin d'épanouissement personnel. Donc, une fois qu'on a compris ça, ce qui est très important, c'est de bien prendre conscience des caractéristiques de notre monde actuel. Il y a un modèle qui est très intéressant, qui existe depuis 1998, qui s'appelle le VUCA. Alors justement, Francis, je t'arrête. Tu parlais de VUCA. Est-ce que tu peux revenir sur cette définition, en quoi ça consiste? Et ça sera peut-être intéressant pour la suite de ce que je crois que tu veux développer. Oui, parce que pour moi, le terme de VUCA, l'acronyme VUCA, est une belle illustration du niveau fonctionnalité dans ces quatre dimensions. Et d'ailleurs, la crise Covid-19 est une situation VUCA par excellence. Ah oui. Oui. C'est un acronyme qui a été proposé par l'armée américaine en 1998 sur la base d'un certain nombre de constats qui dit que finalement on rentre dans un monde qui est volatile, c'est-à-dire qui change en permanence, avec une accélération des changements, ce qui peut être un peu déroutant, qui est incertain, c'est de l'américain. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans les jours, les mois qui viennent, hein. D'ailleurs, d'un point de vue philosophique, quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui vous arrive dans la journée. Donc on peut se demander en quoi c'est dérangeant. Qui est complexe, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre et souvent on comprend a posteriori. Il est complexe parce il y a beaucoup plus d'interactions par le passé. Avant, je restais dans mon écosystème, j'étais paysan, je bêchais et puis je faisais ça tout le temps. Là, on a les réseaux sociaux, on a l'information, voilà, donc c'est complexe à comprendre et qui est ambigu, qui est paradoxal. Il y a des logiques qui sont pas logiques, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que je vais sur des réseaux sociaux pour me faire des amis et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas d'amis. Voilà, donc et la crise Covid-19 est une situation VUCA. C'est-à-dire que la vélocité, c'est la propagation du virus, comme une pandémie mondiale qui se répand très, très vite. L'incertitude, c'est que, bah, on ne sait pas du tout quand ça va s'arrêter. On espère que ça va s'arrêter vite, mais en tout cas, on n'en a aucune certitude. La complexité, si on se remémore, tous les meilleurs experts du monde entier n'étaient pas d'accord sur la manière de faire. Ah, tout à fait. Est-ce qu'il fallait un vaccin, l'immunité collective, le masque, ça sert à quoi, et cetera. Et l'ambiguïté, par excellence, où on a essayé de prendre des décisions, parce que l'enjeu et la manifestation de la complexité avec la Covid-19, c'est qu'on devait euh, en fait répondre à trois enjeux concomitamment, hein. Un enjeu sanitaire, il fallait sauver des vies. Un enjeu économique, il ne fallait pas que notre économie s'écroule. Et après, un enjeu plutôt sociétal ou psychologique, il ne fallait pas que les gens pètent des plombs, quoi. Donc, du coup, on a pris les décisions, on a fait du mieux qu'on a pu. Et l'ambiguïté s'exprime avec la crise Covid-19 par des situations, comme moi, par exemple, quand je prenais les transports. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais dans d'autres pays, ça l'est encore. Je mets le masque, sauf quand je mange, parce que le virus, il s'arrête quand on mange. Voilà, donc Ça, c'est réglé. c'est réglé, on sait très bien que le virus, il s'arrête quand on mange, c'est connu. Mais on a fait du mieux qu'on a pu. Est-ce que nous, entreprises, nous sommes faits pour évoluer dans ce monde-là? Et on se rend compte assez rapidement que non. Par exemple, les changements permanents, ça malmène les habitudes, et les habitudes, c'est fait pour être en sécurité, ça rassure les habitudes. Ça remet en cause des prévisions, donc ça rend mal à l'aise. L'incertitude, bah, nous on aime bien maîtriser, on aime bien contrôler la planification, la maîtrise. Et avec l'incertitude, ça devient compliqué. Donc tous les adeptes de la planification, je pense à certains métiers voilà, de conduite de projet, etc., sont un petit peu malmenés.
La complexité, ça remet en question l'expérience acquise. C'est-à-dire que euh, si on est un super sachant, comme on est dans un monde qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, on ne peut pas se baser sur son vécu pour trouver des solutions. Donc ça altère parfois le savoir, le côté expérientiel. Et puis l'ambiguïté, ben, on voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas logiques. Donc, je vais donner un exemple d'ambiguïté. Au niveau de l'entreprise, c'est je vais te fixer des objectifs individuels, toi commercial, et tu gagneras ton salaire au regard de tes résultats, mais en même temps, je te demande d'avoir un fort esprit d'équipe. Donc, ça c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ça décrit le VUCA. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le VUCA est une situation qui nous permet de légitimer des projets de changement managériaux qu'on avait du mal à légitimer avant la crise. Puisque ça malmène tout ça, il faut devenir plus agile, plus réactif, plus souple pour composer avec l'incertitude. C'est l'inverse, il faut devenir aussi plus proactif. On l'a vu avec la restauration, par exemple, pendant le confinement, le quick and collect. Il y a des gens qui ont fait du quick and collect tout de suite, et donc ont attendu un an avant de le faire. Maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. Vous voyez. Et puis, ce qui est super intéressant avec l'incertitude, ce que je trouve passionnant, c'est que ça nous a, comme on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, alors déjà, dans un premier temps, quand on ne sait pas ce qui va se passer, l'être humain, la première chose qu'il fait, c'est on va tous mourir. Donc c'est le biais de négativité, hein, c'est-à-dire que je vais toujours aller voir le côté négatif pour me rassurer. Et surtout, ça nous a appris à lâcher prise et à prendre du recul. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pas la peine que je mette la rate au courbouillon, ça sert à rien, j'apprends à prendre du recul. Pour la complexité, je crois que le message qu'on nous envoie, la complexité, c'est on va peut-être arrêter le côté il y a que les plus intelligents qui savent tout, et plutôt miser sur l'intelligence collective. Et donc ça va amener les entreprises à essayer, et on le verra dans un des principes Oui. que je présenterai dans un autre épisode, c'est miser davantage sur l'intelligence collective. Et puis pour l'ambiguïté, c'est de se dire que bon, le contrôle c'est bien, la qualité c'est bien, mais si on veut composer avec des situations paradoxales, il faut plutôt se mettre en mode d'organisation apprenante et en test and learn. Alors, comme dans les six cultures VUCA, il y a du négatif, il y a du positif, j'allais presque dire, et ça va hérisser les cheveux de certains, c'est que le Covid, c'est presque un mal pour un bien en termes de management, parce que certes, on pense tout de suite au télétravail, mais il y a des tas de fonctionnalités qui ont bougé, le curseur a bougé en termes de management et en compréhension du travail de l'autre. Oui, oui, alors moi, ça fait 12 ans que je travaille sur l'innovation managériale. Et c'est vrai que, bah, comme beaucoup de consultants, hein, pendant le confinement, on a tous été un peu malmenés, hein, mis à terre. Mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, ce que nous avons vécu est une formidable opportunité de légitimer un changement qu'on ne pouvait pas légitimer avant. Et notamment du fait de la réaction des Français par rapport, à ce qui a été vécu. On a différents sondages qui nous éclairent là-dessus. On a quand même 80% des Français qui considèrent que leur rapport au travail a changé, ne sera plus du tout le même. On a 74% des Français qui disent qu'il y aura un avant et un après Covid. Hein. Et quand on leur demande, mais qu'attendez-vous aujourd'hui? On n'attend plus que les entreprises nous rendent heureux, on attend que les entreprises nous rendent libres de trouver notre propre bonheur, qui se traduit par un meilleur équilibre vie privée, vie pro. Et ça a été un accélérateur. Oui, je suis quasiment convaincu que la crise Covid-19 a accéléré l'émergence du niveau fonctionnalité, et ça se traduit par une montée de l'individualisme. Alors, l'individualisme, c'est pas l'égoïsme, hein. L'individualisme, c'est la primauté de l'individu sur le groupe, ce qui explique le niveau fonctionnalité. Et certains comportements qu'on peut qualifier de TPMG, hein, qui est régulièrement employé. Le TPMG, c'est tout pour ma gueule. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant, on attribuait cet acronyme aussi à une nouvelle génération, génération Y, mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde est égocentré, hein, que j'ai 20 ou 60 ans. Et quand on continue, on se rend compte même que, puisque je l'avais dit dans l'épisode précédent, le confinement nous a amené à nous poser trois questions majeures, c'est est-ce que mon métier fait sens? Est-ce qu'il me plaît? Est-ce que je suis bien là où je suis? Oui, oui. Si c'est pas le cas, on a des sondages qui nous disent que bah, les gens s'interrogent même sur le salariat et l'attrait du salariat. L'attrait du salariat fait moins rêver aujourd'hui que l'entrepreneuriat. Et on a des sondages très intéressants sur le sujet. Par exemple, on a un sondage de 2021, donc qui est récent, d'OpinionWay, qui dit que 46% des Français déclarent que la crise a suscité une vocation d'entrepreneur. 42% également ont déclaré avoir une forte envie de s'en sortir par eux-mêmes en créant leur propre emploi. Donc il y a des choses qui sont en train de changer.
Et on a une vague de démissions sans précédente en France, avec, je pense, pour en parler un peu avec Pôle emploi, la volonté de ces personnes-là de créer leur propre entreprise. On ne sait pas s'ils vont y arriver. Statistiquement, il y en a un tiers qui y arrivera. Mais du coup, ça nous interroge sur des nouvelles formes de collaboration. Justement, tu nous as parlé, je crois que c'était dans le précédent épisode, de spirale dynamique. On a l'impression qu'on passe parfois d'un niveau à un autre, et aussi d'un comportement à un autre. Oui, en fait, souvent la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un niveau à un autre? Et il y a une règle qui est une règle de systémique, hein, qui dit que dès que vous trouvez une solution, ça va devenir le problème. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans l'excès de la solution que naît le problème. Prends l'exemple avec le télétravail. Le télétravail était une solution. Aujourd'hui, c'est devenu un problème pour beaucoup d'entreprises parce qu'il y a des gens qui veulent plus revenir travailler sur site. Et on ne peut pas laisser les gens comme ça, sauf pour certains métiers, mais ça reste quand même minoritaire. Donc on voit bien que on change, notre société, elle change quand elle est allée dans l'excès du besoin qu'elle cherchait à satisfaire. Il nous reste peu de temps. On aura d'autres, j'allais dire, on va aller en profondeur dans les modalités, dans les pratiques, mais est-ce qu'on peut finir sur le fait de savoir ce qu'il faut faire Oui. et comment il faut le faire suite à tout ce que tu nous as dit dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, là encore très riche, avec l'exemple criant d'actualité, parce on en a encore les conséquences et on va les avoir encore assez longtemps sur le Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on le fait? Alors déjà, il faut éviter à tout prix de dire à ses collaborateurs, à ses managers que la manière dont tu travailles n'est pas bonne. Il ne faut pas non plus arriver en disant: «Je vais vous proposer une manière de travailler, une nouvelle culture managériale qui est trop géniale», comme on l'a fait avec le leadership. Donc Ça se fait encore beaucoup, hein. ça se fait encore beaucoup. Moi, pour avoir travaillé pendant 20 ans d'entreprise, quand on m'a dit: «Voilà, le bon modèle, c'est le leadership» et que 10 ans après, on me dit: «C'est un mauvais modèle», Oui. le vrai modèle, c'est manager coach, ça me fatigue un peu, je comprends pas, en fait. Il faut juste partir de l'extérieur et puis, amener donc faire le parallèle avec l'évolution du management, présenter les 6 cultures managériales et là, poser 3 questions, ce que j'ai l'habitude de faire. La première question et souvent je fais des sondages, par exemple. La première question, c'est, vous, à titre personnel, parmi les 6 cultures que je vous ai présentées, quelles sont vos 2 préférées? Les 2 avec lesquelles vous avez le plus d'affinité et on constate que très souvent, on a les 2 dernières, la culture du management collaboratif et co-responsable. Après, la deuxième question à leur poser, c'est: quelles sont les 2 cultures dominantes au sein de votre entreprise? Et là, c'est rare qu'on ait les 2 dernières. On a surtout, c'est directif, c'est bureaucratique, c'est paternaliste, c'est leadership. Et ça permet de déclarer officiellement, on verra après d'autres théorèmes sur le sujet. Et la troisième question, c'est par rapport à l'évolution de la société que je vous ai présentée, le VUCA, etc., la montée de l'individualisme, quelles seraient les 2 cultures managériales les mieux adaptées? Et là, on retrouve souvent les 2 dernières cultures, qui sont le management collaboratif et co-responsable, qu'on développera plus tard, hein, on développera plus tard la co-responsabilité. Et souvent, je me dis, bah, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vous voyez, le management de demain semble être votre préférence managériale. Il faut juste arriver à s'émanciper de tout ce qu'on nous a appris pendant des dizaines d'années. Bah, hâte d'être aux prochains épisodes, éco-responsabilité, tout ce que tu nous as mis, en exergue, c'est passionnant. Va falloir attendre encore un peu pour avoir le prochain épisode. On parlera de quoi sur le Ah bah, je vais développer la notion de co-responsabilité, puisque c'est un modèle que je propose qui n'existe pas. super. Eh Voilà. bah, rendez-vous pour le prochain épisode. Merci. Merci Francis. Merci Michel.